Bonjour à tous. Alors passion et collection, c'est souvent deux mots qu'on met ensemble. Et quand on commence à se passionner un petit peu trop, c'est là qu'on a envie d'acheter et que la collection s'installe avec ses côtés positifs mais aussi ses travers. Dans cette vidéo, je vais un petit peu vous raconter ma life, mais j'avais envie de revenir sur toutes les différentes phases que j'ai pu avoir durant mon parcours de collectionneur. Donc, installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle capsule manga. À ce jour, ça fait à peu près 26 ans que je collectionne des mangas. Et il faut bien savoir que le Julien qui avait 13 ans à l'époque n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Mais même le marché, quand j'ai commencé, ça débutait à peine, alors qu'aujourd'hui on est noyé sous les titres. Ce que vous allez retrouver dans cette vidéo, c'est assez personnel, c'est mon parcours, c'est pas du tout une généralité, mais peut-être que vous allez vous retrouver dans certaines phases. Alors que ce soit clair, c'est pas du tout une science, d'ailleurs tout est très entremêlé en réalité, mais pour la vidéo, j'ai voulu simplifier le trait pour distinguer les différentes phases. Et par ces phases, je suis passé par l'acheteur compulsif, le complétiste, l'explorateur, le faux spéculateur et l'élitiste. Oui, cette phase-là, on va y revenir. Déjà, avant de commencer une collection, il y a ce que j'appelle un élément déclencheur. Je ne me suis pas levé un matin en me disant, à partir de maintenant, je vais mettre tout mon pognon dans les mangas et comme ça, 26 ans plus tard, je ne saurais pas où les mettre. Et pour moi, cet élément déclencheur, ça a été Dragon Ball. Oui, ok. Rien d'original, on est d'accord. À l'époque, c'était pas le babysitting qu'on faisait, c'était du TV sitting. Bon, maintenant, je crois que c'est du Netflix sitting. Mais ce n'est pas l'animé qui a lancé le début de ma passion. Pour résumer brièvement, c'était dans l'été 95, j'avais 13 ans et j'allais sur mes 14 ans. C'était la grande époque de la Super Nintendo et plusieurs mois avant était sorti Dragon Ball Z 2, la légende Saiyan. Et avec mes petits sous de l'époque, j'avais voulu acheter le jeu. Et là, qu'est-ce que je découvre? Le manga était fourni et là je me suis dit, c'est génial, ils ont adapté Dragon Ball en BD. Oui, c'était le temps de l'innocence. Et c'est ça mon élément déclencheur. Parce qu'en plus d'en bouffer à l'overdose, ça me permettait aussi de redécouvrir Dragon Ball, puisque à l'époque c'était surtout l'arc Freezer qui était rediffusé en boucle. Et quand je lis le manga, bien sûr, j'adore. Et comme j'allais avoir 14 ans, je demande à mes parents l'intégrale de la série. Et je reçois tout à mon anniversaire, enfin les 17 premiers, puisqu'à l'époque, le 17 venait juste de sortir. On était énormément en retard par rapport à la diffusion télé. Et là, c'est le drame, je passe à ma première phase, l'acheteur compulsif. Pour m'amuser, j'ai fait un petit graphique représentatif de mes différents états et les différents stades. Là, vous pouvez le voir, 100% compulsif, j'étais vraiment intéressé par l'achat de manga. Parce que oui, je disais, c'est le drame, là, ça y est, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, il m'en fallait plein. À l'époque, il n'y avait pas tant de sorties que ça, mais surtout, l'accès était très limité. Sans parler que financièrement j'étais encore mineur, c'était un petit peu compliqué, mais bon, il fallait économiser ou alors travailler les week-ends et se faire un petit peu d'argent de poche. Alors à l'époque c'était système D, hein, avec les copains, on se prêtait les livres, il y avait la bouquinerie de la ville qui avait de temps en temps des mangas d'occasion, et sinon il fallait commander en librairie des bouquins neufs. Mais c'était aussi les débuts d'Internet et grâce à ça j'avais accès à des éditeurs comme Tonkam, puisqu'il fallait commander directement à la librairie, ou alors des plateformes comme eBay. Mais combien de mangas j'ai pu gagner aux enchères à des prix ridicules à l'époque. Et comme j'étais dans une phase de découverte et d'exploration et que je commençais à faire ma culture manga, mais j'ai pu en lire des dizaines. J'achetais quasiment tout ce qu'il y avait à l'époque. Du moins, tous les shonen, shoujo, seinen qu'il y avait. Et là, j'ai pu découvrir des Dr. Slump, des Gum, des Ranma 1,5, des City Hunter, des Fly, des Video Girl, des Senseiya, Détective Conan, Fushi Yugi, des Kenshin, des Hokuto no Ken, Alger Sanctuary, Hunter, etc. Enfin, et ça, je m'arrête juste aux années 2000. Hein. Et en fait, plus ou moins jusqu'en 2009, je vais surtout continuer à découvrir des séries shoujo, shonen ou seinen. Et à l'époque, j'aimais quasiment tout. Hein. Il y avait très peu de séries que je n'aimais pas. Je crois que les premières séries que j'ai détestées, c'était Bastard et Wingman. À une autre phase qui était la phase complétiste. Là, on peut voir sur le graphique, j'étais toujours un acheteur compulsif et complétiste. En gros, quand je commençais à acheter un auteur, il fallait que j'achète tout ce qui était sorti. Ou s'il y avait une nouvelle collection chez un éditeur, je commençais à acheter toute la nouvelle collection. Il y a un moment, c'était un peu le travers de tu collectionnes un peu pour collectionner, t'achètes parce que tu as envie d'avoir le côté complétiste, tu veux tout. Alors ça m'a permis largement de faire ma culture manga, hein, pour moi de savoir qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait moins, pourquoi ce manga était bien, pourquoi ce manga n'était pas bien. Ça m'a permis de découvrir des œuvres que je n'aurais jamais lues, mais c'était le côté un peu obsessionnel. Il me fallait la collection complète et j'avais du mal à casser une collection pour revendre une partie. Bon, ce côté complétiste, il n'a pas disparu, hein, je l'ai encore un petit peu aujourd'hui, mais je crois que vous l'avez déjà remarqué. Mais malgré tout, ça m'a permis d'aller vers une nouvelle phase, la phase explorateur. Sur le graphique, l'achat est un peu moins compulsif, mais je commence à agrandir les autres, et ça, c'est pas bon.
Il faut dire que jusqu'en 2008-2009, je considérais avoir exploré tout ce qui était sorti sur le marché. Les nouveaux shonen ne m'intéressaient plus et j'avais l'impression d'avoir de la redite, la copie de la copie. J'avais vraiment l'impression que le manga avait baissé en qualité en général. Je me suis dit peut-être que ça me plaît plus, hein. Tous mes amis ont lâché le manga autour de moi, peut-être que c'était mon tour, hein. Et comme vous l'avez compris, en fait, je m'intéressais surtout au shonen, au shoujo et au seinen de l'époque, les mangas grand public. Et un jour, je tombe par hasard sur un Tezuka, et là, ça m'a ouvert tout un nouveau champ d'exploration. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir un nouveau pan du manga qui était déjà là depuis longtemps, mais que je n'avais jamais vu. Par exemple, du Cornelius, où j'ai pu découvrir du Mizuki ou du Tatsumi, mais aussi plein de mangas alternatifs. Et ça a enchaîné sur le Lézard Noir, sur Imo, qui m'ont fait découvrir tout un nouveau pan du manga, mais aussi l'éditeur Casterman avec le label Saka, qui m'a fait découvrir tout un panel de mangas d'auteurs. Et là, mon côté complétiste, vous l'avez compris, hein, c'est comme les Pokémon, là, il me les fallait tous. Mais ça m'a permis de découvrir tout un nouveau monde et d'explorer et de repartir à nouveau dans ma passion du manga. Et puis au fur et à mesure, une nouvelle phase un peu insidieuse a commencé à se mettre en place, c'est-à-dire le faux spéculateur. Vous pouvez le voir, hein, sur le graphique, le faux spéculateur va pas mal avec la prochaine phase aussi, mais on y arrive. Alors il faut dire qu'avec toutes les années de collection, j'ai commencé à engranger pas mal de mangas. J'avais peut-être, je sais pas, 1500, 2000 mangas. Et quand on commence à faire le calcul, ça représente de l'argent. Parce qu'en plus, tous les éditeurs indépendants, c'est pas 7 euros le manga, on est plus à 12, 15, 20 euros le livre. Et là, sa Mangatech prend pas du tout la même valeur, et certains titres étaient assez rares à trouver au fur et à mesure des années. Et je sais pas pourquoi, mais il y avait un côté un peu, c'était cool de savoir, je sais pas, sa collection, ouais, elle vaut 25 000 euros, tu vois, ce livre-là, il vaut 50 euros sur internet, maintenant 100 euros. Pourquoi commencer mes phrases en prenant un livre en disant, oh tu sais, celui-là il vaut cher? On s'en moque en fait. L'important, c'est le contenu, c'est l'œuvre. C'est pas la rareté de l'objet qui fait la qualité de l'œuvre. D'ailleurs, j'ai pu acheter des livres un peu chers et j'étais assez déçu du contenu. En plus, il suffit qu'une réédition arrive et du coup, le prix de la première édition baisse pas mal. Je sais pas pourquoi, mais il y avait une sorte de fausse fierté de se dire, tu vois, ce livre, si je le revends, il vaut bien plus cher. Mais en fait, il vaut rien ce livre, puisque je le revends pas. En fait, là, on se focalise sur une plus-value virtuelle, puisqu'au final, si tu le revends pas, ça n'a aucun intérêt. Une sorte d'accomplissement personnel un petit peu ridicule en fait. Alors qu'aujourd'hui, la valeur de l'objet même ne m'intéresse plus vraiment. Mais il y avait un double effet pervers à ça que je n'avais pas anticipé. Et là, je suis devenu à mes yeux le pire des collectionneurs. Le collectionneur élitiste. Et là, vous pouvez le voir sur le graphique, et si vous avez bien vu, tout le reste a été réduit. Alors il faut dire qu'en ouvrant mon horizon de lecture, je me suis beaucoup spécialisé dans des œuvres que personne ne lit. Et je me suis totalement éloigné des lectures conventionnelles au point que je n'en lisais plus aucune. Je ne lisais presque plus d'œuvres grand public, hormis des séries que j'avais commencées il y a très longtemps. Et là, j'ai pu trouver 3 effets pervers à cette phase. La première, c'est que je jugeais trop facilement les œuvres sans les avoir lues. En fait, automatiquement, à la couverture ou au dessin, je jugeais l'œuvre. Ah, ça a l'air trop grand public, ça m'intéresse pas. Ouais, bon, ça, c'est vu, revu, etc. etc. Ouais, vous avez compris le truc. Mais au final, je n'en savais rien, c'était peut-être génial. Pourquoi je jugeais directement sans essayer? Et du coup, je jugeais tellement sévèrement les œuvres que le moindre défaut, je me focalisais dessus. Et je passais à côté de l'essentiel, le message de l'œuvre. L'important, c'est plutôt ce que l'œuvre nous a fait ressentir, et pas uniquement juger ça sur des petits points, sur des points d'attention. Deuxième point, j'étais trop exigeant. Rien n'était assez bien. Et je voulais la perfection. Sauf que la perfection, ça n'existe pas. Et en fait, je me focalisais sur les défauts plutôt que me concentrer sur ce que m'avait fait ressentir l'œuvre, le message qu'il y avait derrière, le plaisir de lecture. En fait, je jugeais tout trop sévèrement. Et ça, c'est nul. Et en fait, j'étais un peu dans la recherche du One Piece, quoi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, à un moment, j'avais relu Senseiya. J'avais bien kiffé la lecture pourtant, mais je ne sais pas pourquoi, je me suis mis des barrières, je me suis dit, bon, c'est bon, c'était une lecture de notre temps, maintenant tu peux passer à autre chose. Et en fait, au moment de la vente, l'acheteur avait oublié son portefeuille, donc on avait reporté la vente. Et le soir, j'en parle à un pote, il dit, mais t'es pas taré, mais c'est fou, mais t'es ta collection d'enfance et tout. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, mais oui, je kiffe Senseiya. Mais pourquoi je revends ça? Mais je suis débile en fait. Stop. Alors du coup, j'ai annulé la vente. Le mec n'était pas content. Et j'ai gardé mes Senseiya. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que c'était pas bon. Je pense que c'était un signe du destin. Et le dernier point, qui pour moi est le pire, c'est que vous pouvez plus discuter de votre passion avec personne. Faut dire que la grosse fanbase aime les succès du moment. Et moi, j'avais rejeté cette partie pour me concentrer sur des lectures très spécifiques. Alors, j'étais pas l'élitiste qui dénigrait ces lectures en disant que ça, c'était vraiment nul et que je lisais pas. Par contre, souvent, je faisais un parallèle avec le cinéma qui était pour dire, vous aimez les grosses productions, alors que moi, je vais aimer plutôt les films d'auteur, les films de genre. Et les gars, ils comprenaient, mais du coup, vous n'avez plus rien à me dire puisqu'on lisait pas la même chose.
Et à force de me donner des lectures à grand succès et je me suis spécialisé dans ces lectures, j'ai juste oublié que le manga c'est un tout. Il y a autant du pur divertissement que des œuvres très profondes. Alors vous l'avez compris, ça n'a pas été immédiat, mais quand j'ai eu conscience de ça, j'ai vite changé d'état d'esprit. Parce qu'à part avoir du dédain ou passer à côté de super œuvres, ça vous apportera rien de plus. Et là, je vais passer à une dernière étape qui est ce graphique-là. Une phase un peu plus générale que je n'ai pas qualifiée dans mes graphiques. C'est-à-dire une phase que j'ai appelée bêtement le collectionneur passionné. Il faut dire que chacun voit le média à sa manière. Il faut accepter que des personnes cherchent uniquement du divertissement et d'autres cherchent des œuvres plus profondes. Mais aussi, il faut garder cette ouverture d'esprit vers tous les genres. Et c'est pour ça que je me suis remis à relire du shonen avec plus de plaisir qu'avant. Même si j'avoue, les phases de combat, c'est pas ce qui me passionne. Mais aussi redécouvrir certains titres que j'avais peut-être jugés trop difficilement avant. Et me focaliser plus sur le ressenti global de l'œuvre que sur des points précis. Et ça m'a permis aussi de repartir dans des cycles d'exploration, comme par exemple découvrir tous les mangas qui ont été publiés avant Akira, ou même aller plus loin dans la découverte d'auteurs qui ont été publiés uniquement en anglais. Je suis même allé jusqu'à aller acheter des éditions bilingues anglais-japonais de Fujo Akatsuka ou de Sazae-san pour les découvrir. Et plus de ça, ça m'a permis aussi de lancer des projets comme la capsule manga ou le podcast Bunko, d'échanger avec d'autres personnes. Et là, c'est ça pour moi, un collectionneur passionné. Et clairement, c'est cette phase que j'apprécie le plus. Et vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai un côté exploration assez prononcé, un côté compétiste encore très prononcé. Par contre, je suis beaucoup moins en achat compulsif, mais ça c'est aussi dû à un manque de place. C'était mes phases très personnelles, mais comme je vous l'ai dit, tout était très entremêlé et même des fois c'était plusieurs cycles, c'était des boucles en réalité. L'important aujourd'hui c'est que je kiffe ma passion et il y a plein de nouvelles choses à découvrir pour le futur et ça c'est cool. Et maintenant c'est à votre tour. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ces phases? Et sinon, lesquelles sont les vôtres? Allez-y, faites vos commentaires, on en discute sous la vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine capsule manga.